Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi, votre humble serviteur Eliezer Ngomat, de vous présenter votre hebdomadaire de Gabonese Diaspora Show of South Africa. Et comme vous le savez certainement déjà, ce show est réservé donc à la communauté gabonaise d'Afrique du Sud. Donc, que vous soyez dans les villes de Pretoria, Johannesburg, Cape Town, ou même à Val ou à Durban, eh bien, ce show est pour vous. Également, si vous êtes à Libreville et que vous êtes un étudiant ou vous voulez venir en Afrique du Sud très bientôt, cette émission est également pour vous parce que ça vous permettra éventuellement d'apprendre un peu plus sur la diaspora gabonaise en Afrique du Sud, éventuellement le système académique et autres. Et pour le compte de ce soir, nous avons un invité distingué de la communauté gabonaise en Afrique du Sud et nous parlerons donc de la quatrième révolution industrielle. Mais tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et vous rappeler de, s'il vous plaît, partagez le live donc à tous vos proches afin qu'ils puissent bénéficier éventuellement de la discussion que nous aurons tout de suite. Alors, je vois que mon invité est déjà là. Monsieur Kumba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lézer, et merci pour l'invitation. Bonsoir également à tous vos auditeurs, à ceux qui vous écoutent et à ceux qui pourront accéder à cette émission. Merci encore une fois de plus pour l'invitation faite. Préciser. Donc, si vous ne le connaissez pas, Monsieur Kumba est un aîné de cette communauté gabonaise d'Afrique du Sud, de cette diaspora d'ailleurs, et il a pendant longtemps œuvré donc à l'émancipation de cette communauté-là. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'avoir avec nous pour discuter éventuellement de la quatrième révolution industrielle. Mais d'abord, peut-être rappeler aux uns aux autres, aujourd'hui, on célèbre l'Heritage Day en Afrique du Sud. J'ai donc porté ma tenue traditionnelle, je veux dire. Monsieur Kumba, qu'est-ce que cela représente en réalité, l'Heritage Day? Eh bien, l'héritage des, qui veut simplement dire le jour de notre héritage, représente un peu notre identité culturelle, représente également notre histoire en matière en matière d'Afrique et en ce qui concerne précisément l'évolution de nos États, l'évolution des conditions de vie des Africains, l'évolution des jeunes Africains. Et c'est toute une histoire qui a à découdre. Et voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique du Sud, nous célébrons l'Héritage Day, qui simplement veut dire que nous avons toujours en conscience cette grande part de responsabilité qui nous incombe de toujours avoir un œil sur l'Afrique. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, bonne fête de l'héritage déjà à vous et à tous nos internautes. Une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez à peine. Vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show of South Africa. Et pour le compte d'aujourd'hui, nous parlons de la quatrième révolution industrielle avec notre invité, le docteur Urkumba. Alors, docteur Urkumba, on va peut-être directement rentrer donc dans le vif du sujet, alors que je continue de rappeler à nos internautes de partager le live sur Facebook, mais également de donner énormément de cœurs. Mettez des cœurs, cela permet que notre connexion soit un peu plus stable. Alors, docteur Ur, comment définissez-vous la quatrième révolution industrielle? Ben, la quatrième révolution industrielle, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement de... Nous savons que la révolution est une forme de changement. Et quand on parle d'industriel, nous parlons d'industrie. Donc, en fait, la quatrième révolution industrielle est la quatrième étape de la révolution de l'industrie dans le monde. Vous savez notamment que nous avons eu notre première révolution industrielle. En fait, dans cette première révolution industrielle, il s'agissait évidemment des fabrications de textiles. Nous avions la fabrication de coton, nous avions des usines. Et nous sommes passés de cette première révolution où nous étions capables de créer ce genre de fabrique-là à ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle, qui a un peu plus un rapport avec la mécanisation des différents outils que l'homme utilisait. Et nous avons eu, par exemple, nous sommes quittés du train à vapeur.
Et nous sommes arrivés à une autre forme de développement grâce à la science. C'est la deuxième révolution fait part de, en fait, l'hégémonie de la science en tant que telle, et puis la production de masse. Et vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de miniers qui sont rentrés dans cette industrie-là pour pouvoir produire suffisamment de mines, produire suffisamment dans le commerce aussi. Donc ça faisait partie de la deuxième révolution industrielle. La troisième étape qui consiste à la troisième révolution industrielle est la naissance, en fait, de toute forme de technologie. On a eu la technologie qui a eu à prendre sa place avec l'informatique, et en ce qui concerne cette troisième révolution industrielle, on la considère comme étant la révolution du digital. Et dans le digital, on voit arriver des systèmes électroniques, on voit les télécommunications, on voit la technologie artificielle, on voit les ordinateurs et on voit les automates. Donc, au travers de ces nouvelles technologies-là, la troisième révolution industrielle a permis au monde d'accéder davantage aux connaissances aussi spatiales, à faire plus de recherches dans les universités, etc. Maintenant, de nos jours, nous parlons de qui est défini comme étant la quatrième révolution industrielle. Eh bien, cette quatrième révolution, en fait, il s'agit d'une accentuation, en fait, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui concerne la robotisation de nos vies, ce qui concerne les réseaux sociaux, tout ce qui a un rapport avec les nouvelles formes de technologie que nous développons dans le monde. Donc, c'est un peu ça la quatrième révolution industrielle dont nous faisons allusion. Merci. D'accord, merci beaucoup, docteur Yokumba. Alors, rappelez à nos internautes également que vous avez la possibilité de participer à ce show en posant également des questions au docteur Ur qui est là. Il est très connu, en tout cas dans le domaine de l'académie, il est lui-même un enseignant, voilà, d'université, également un chercheur. Donc, avec lui, nous allons épuiser cette question, mais également toucher d'autres points. Donc, chers internautes, surtout, posez vos questions et nous aurons le plaisir d'essayer de vous apporter des éléments de réponse. Alors, docteur Ur, pensez-vous que cette révolution industrielle nous concerne tous ou cela concernerait un certain nombre de personnes? Eh bien, la révolution industrielle, la quatrième, comme celle qui concerne la toute première, concerne tous les habitants qui vivent sur Terre. Eh bien, tout simplement parce que cette quatrième révolution aura un effet global, dans le sens que c'est une révolution qui va changer complètement nos vies. Ça va changer, ça va apporter d'autres formes de valeurs. Par exemple, de nos jours, on risque de se retrouver avec des formes de valeurs que nous n'avions pas avant, comme par exemple la monnaie digitale, qui est une monnaie qui n'est pas palpable, mais qui est une monnaie qui existe. Nous ne pouvons pas nous épargner de cette forme de révolution parce qu'elle va affecter que ce soit les pays industrialisés comme les pays qui sont non industrialisés. À titre d'exemple, vous allez constater par exemple que les réseaux sociaux de nos jours prennent plus d'ampleur par rapport aux médias télévisés. Ce qui fait en sorte que le métier de journaliste risque de prendre un coup, tout simplement parce que de nos jours, les jeunes, le monde entier utilise les réseaux sociaux pour se connecter. Et pour avoir plus d'informations, on utilise l'Internet. On utilise plus comment on appelle ça? L'ordinateur pour écrire au lieu d'utiliser le papier et l'encre. Donc, vous voyez que on ne sera vraiment pas épargné, même si nous sommes éloignés dans un village de la quatrième révolution industrielle. Ça a un effet global, ça va changer complètement nos vies et l'inquiétude, c'est que il y aura plusieurs situations où la robotisation va faire place à l'homme. Il y aura beaucoup d'emplois qui vont complètement disparaître. Donc, il faudrait que nous soyons aguerris par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle, même en étant étudiant, il nous faut être avertis
de la présence de ce nouveau phénomène. D'accord. Merci beaucoup, docteur Hur. Donc, rappelez déjà que le Gabonese Diaspora Show est une plateforme créée pour assister l'étudiant gabonais d'Afrique du Sud, mais également l'étudiant gabonais en général. Donc, il contribue à l'orientation de nos étudiants de classe de terminale, mais également ceux de l'école de langue. Et en même temps, cette émission valorise nos compatriotes professionnels en Afrique du Sud. Et sur ce, je vais vous demander donc, docteur Hur, vous qui êtes professeur d'université et qui êtes même au cœur de l'académie. Quelles sont donc ces formations-là que les étudiants gabonais, d'Afrique du Sud en particulier, mais gabonais en général, devraient ne plus vraiment prêter attention? Monsieur Eliezer, ce sera un peu difficile à dire parce que, vous savez, la question que nous nous posons au niveau de l'académie est la suivante. Il y a des pays comme certains qui sont en Europe et aux États-Unis, qui ont déjà accompli leur troisième révolution industrielle. Mais qu'est-ce qu'il en est de certains pays africains? Il existe certains pays africains qui n'ont même pas encore atteint la deuxième révolution industrielle. Comment ça se fait que nous allons arriver à la quatrième révolution industrielle quand nous n'avons même pas atteint déjà ne fût-ce que le strict minimum? Donc, en matière, et ce qui fait que ce qui pose une certaine réalité. Donc, quand il s'agit de contextualiser les choses, nous savons que même si le jeune homme, le jeune étudiant qui est en France ou bien aux États-Unis a la possibilité de naître sous un ordinateur à côté de lui, ce n'est pas le cas du jeune Africain. Donc, les réalités n'étant pas les mêmes, nous pensons que les études que font certains étudiants, la majorité des étudiants, resteront toujours valables. Tout simplement parce que la quatrième révolution industrielle n'aura pas d'effet pour ces pays-là, disons, dans 10 ans. Parce que quand on parle de quatrième révolution industrielle, monsieur, nous parlons exactement des situations dans lesquelles vous avez une voiture qui peut conduire sous l'eau. Vous avez, au lieu d'avoir, comment on appelle ça encore en français, un waiter, un garçon de restaurant qui vous aidera, ce sera un robot. Vous n'aurez pas besoin d'une réceptionniste, par exemple, pour faire une réservation d'hôtel. Ça se fera directement comment ça s'appelle, de façon électronique. De manière électronique. Tout se passera de manière électronique. Et vous savez, nos réalités en Afrique ne nous permettent pas encore de pouvoir réaliser tout cela. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler pour nos étudiants, mais j'estime quand même que quelque part, pour ceux qui seront les étudiants qui viendront dans les années futures, disons dans 15 à 20 ans, ce seront ceux-là qui devront vraiment essayer de pouvoir choisir les métiers qui pourront s'arrimer à la révolution industrielle. Tout simplement parce que nos demandes ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans les pays industrialisés. Nous avons encore des problèmes que nous n'avons pas pu gérer. Il y a jusqu'à présent des jeunes qui n'ont même pas accès à la connaissance de l'informatique, à l'outil informatique, ce qui fait que ce sera vraiment très, très, très difficile pour nous de nous accommoder à cette nouvelle phase. Donc, ce qui revient à dire que même si le jeune Gabonais fait des études, par exemple, en secrétariat, eh ben, il est sûr qu'après ces études, après 5 ans, il pourra forcément trouver du boulot. Mais cela revient à dire qu'aux environs dans 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça deviendra un peu plus difficile pour ces jeunes-là. C'est un peu ça le problème. Et en ce qui concerne les jeunes de maintenant, on va dire la génération qui est estudiantine de l'heure, eh ben, je pense que leurs études sont toujours sauvegardées. Ils n'ont pas de quoi s'inquiéter.
Voilà qui nous rend quand même un peu plus heureux parce que à l'arrivée, à l'annoncer de la quatrième révolution industrielle, je vais être honnête que nous tous, nous sommes un peu tremblants et on a peur de savoir que certainement nos formations professionnelles ne seront plus d'actualité. Mais là, vous nous rassurez. Vraiment, merci par rapport à cela. Alors, je tiens à rappeler que le docteur Urkumba est un professeur d'université et il enseigne en anglais. Donc, je demanderai à nos chers internautes de ne pas prêter vraiment rigueur aux petites fautes d'orthographe ou d'oubli de mots français, bien sûr remplacés par des mots anglais. Cela se comprend facilement de par son expérience d'un peu plus de 15 ans maintenant qu'il est ici en Afrique du Sud. Donc, également, je vais donc aller directement sur la prochaine question, mais rappeler aux internautes que vous avez la possibilité de participer en posant vos questions et nous ne manquerons pas de trouver des éléments de réponse pour vous satisfaire. Également, de continuer à partager le live. Nous sommes rien qu'au début de notre discussion. Nous savons que nous allons arriver à des très, très bonnes conclusions. Alors, docteur Hur, le Gabon, enfin, nous, étudiants gabonais en Afrique du Sud, notre objectif premier est de servir notre pays, tout naturellement. Et parfois, des personnes viennent ici et on se rend compte que beaucoup d'étudiants font la même chose et peut-être ça finira par devenir un, un, un chemin vers le chômage. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, vous qui êtes dans le monde de l'académie, la façon dont vous observez également le Gabon de loin, ou même l'Afrique du Sud, quelles sont les formations d'actualité, les formations du moment, qu'à l'issue de celles-ci, on ne manquerait certainement pas de trouver un emploi ou de s'émanciper dans l'entrepreneuriat? D'accord, ça c'est une question très pertinente. Vous savez, le rêve de tout Africain est toujours de participer à l'émulation de son pays, au développement social de sa famille. Donc, il faudrait tout simplement, de par mon expérience, après avoir j'ai été étudié en Afrique du Sud, j'ai étudié les mathématiques jusqu'au doctorat et ensuite j'ai eu un master en, en ingénierie financière. Et de par mon expérience et de par la vision que je constate, puisque je m'engage beaucoup avec les étudiants, il faut dire que beaucoup d'étudiants et de jeunes en particulier tombent énormément amoureux de l'entrepreneuriat. Oui. Tout simplement parce que l'entrepreneuriat est ce lien-là qui vous permet d'être indépendant financièrement. Et c'est ce lien-là qui vous permet, en fait, de pouvoir, de pouvoir augmenter vos revenus de manière indépendante. Beaucoup de jeunes ne sont plus très intéressés par des métiers qui sont officiels, des métiers de normes. Chercher à travailler dans un bureau, ce n'est plus ce qui intéresse les jeunes. Le jeune veut se lancer dans le business, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faudrait que euh, les jeunes Gabonais et les jeunes Africains comprennent, c'est que leur avenir est entre leurs mains. Car ce n'est pas le diplôme qui vous trouve le travail, mais c'est votre capacité à pouvoir vous adapter aux différentes situations qui vous donnent le travail que vous voulez et que vous méritez. Donc, vous pouvez avoir de nos jours, le monde est tellement ouvert que vous pouvez avoir un diplôme en médecine et vous retrouver en train d'être DJ. Et je vous rappelle que, par exemple, en Afrique du Sud, les DJ sont des milliardaires. Bien sûr. Vous pouvez, par exemple, vous retrouver à avoir un doctorat en mathématiques et ne rien faire de tout ce qui a un rapport avec les mathématiques. Tout simplement pourquoi? Parce que le monde est très ouvert. Donc, il n'y a pas de restriction dans les études. Il n'y a pas de formation qui va pousser l'étudiant à avoir plus de possibilités qu'un autre étudiant. C'est votre capacité à pouvoir vous développer, à pouvoir vous épanouir, qui fera réellement en sorte que vous pourrez réussir dans la vie. Vous devez avoir une certaine détermination, une certaine force de caractère, des croyances religieuses, je crois,
qui vous permettront de définir qui vous êtes réellement. Et c'est au travers de ces différents critères qu'en général, les gens réussissent dans leur vie. Et, Ouais. les études restent standards. Faire des études, en ce moment, beaucoup veulent se lancer dans des études qui ont un rapport avec, comme on a parlé de la quatrième révolution industrielle, vous avez constaté que en matière de quatrième révolution industrielle, on parle plus de nouvelles technologies, on parle plus de Ouais. sciences, on parle Haïti. Mhm. d'informatique, tout ça là. Et qu'est-ce qu'il en est des littéraires? Qu'est-ce qu'il en est des musiciens? Qu'est-ce qu'il en est de ceux-là qui font dans les ressources humaines? Eh ben, ils ne seront pas, et puis ils ne seront pas, comment dire, ils ne vont pas disparaître parce qu'on aura toujours besoin d'eux. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y aura sûrement un recyclage en matière de formation. C'est-à-dire que celui-là qui avait l'habitude d'avoir une formation de secrétaire devra essayer d'ajouter un peu plus dans l'informatique. Celui-là qui Ouais. était médecin et qui n'a jamais vu à faire l'informatique se devra de suivre une formation qui va l'amener à l'informatique parce que un chirurgien, par exemple, ne se Oui. devra plus, dans 20 ans plus tard, le chirurgien ne touchera plus le corps humain. Ce sera une programmation qui sera faite et puis ce seront les robots sous les instructions données par l'homme qui ouvriront le corps humain et qui Ouais. ouvriront, qui pourront injecter ce qui se sera injecté dans le corps d'un patient pour pouvoir le traiter. Donc, le médecin des années futures se devra d'avoir une formation en informatique. Il se devra d'avoir d'autres outils, d'autres connaissances qui vont lui permettre de s'adapter. Mais la base reste là. La base Mhm. restera toujours là. Donc, en ce qui concerne les jeunes étudiants qui ont suivi des formations qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, eh bien, qu'ils restent dans ces formations-là, mais seulement, il faudra toujours ajouter un peu plus. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une connaissance en informatique, il faudrait peut-être Mhm. ajouter un petit plus. C'est juste ça. D'accord, merci beaucoup. Nous ne manquerons pas toujours de rappeler, s'il vous plaît, chers internautes, partagez le live numéro un, numéro 2. Vous avez la possibilité de participer en posant vos questions directement à notre cher invité du jour, alors que nous discutons donc de la quatrième révolution industrielle, mais également de l'ère post-COVID-19 et nous allons y arriver. Docteur Ur, juste avant de prendre ma prochaine question, je voulais renchérir la question que je venais de poser, donc éventuellement par rapport aux formations. On se rend compte que beaucoup, par exemple là, beaucoup de nouveaux bacheliers seront orientés naturellement par leurs parents. Oui, toi, tu devras faire architecture parce que tonton tel avait réussi ici. Toi, tu devras faire le pétrole parce que ton oncle peut te donner le circuit. Bon, cette manière d'orienter les étudiants, que pensez-vous de cela? Est-ce que l'étudiant devrait suivre sa passion ou devrait-il écouter les conseils des parents? Le dilemme, comment doit-on le gérer? Eh bien, le dilemme se gère à deux niveaux. En général, nous disons qu'il est très important de se focaliser sur ce dont on a besoin que sur ce que l'on veut. Mais en général, la vie est tellement complexe que si vous vous focalisez seulement sur ce dont vous avez besoin, vous risquez de réussir, mais sans être heureux. Ouais. Imaginez-vous que votre rêve, c'était de devenir un footballeur et vous aviez ce talent-là, vous aviez cette ambition-là, c'était un rêve, et que vos parents vous disent que ben, le football ne paye pas et qu'il va falloir que vous vous focalisez sur des études de commerce. Mhm. Demain après-demain, vous terminez votre diplôme, vous avez complété vos études en commerce et en HEC par exemple, et à la fin, vous mettez à travailler, mais est-ce que cela va accomplir l'essentiel de votre vie qui est d'être heureux? Pendant que vous allez voir peut-être quelqu'un qui va jouer au football et vous serez aigri. Il est généralement conseillé de suivre ce que l'on souhaite, ce que son cœur nous donne. Voilà pourquoi je vous parlais de ces critères de caractère, que dans la vie, il est très important pour nos jeunes d'avoir une certaine forme de caractère où l'aspect spirituel joue un grand rôle. Tout simplement parce que il, il, ce qui fait en sorte que nos désirs de vouloir accomplir quelque chose
soit en nous, c'est tout simplement parce que l'homme n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Tous les Ouais. intellectuels, tous les savants que vous allez lister dans votre recherche, par exemple, vous allez constater que ces savants-là ne se limitaient pas seulement à être des intellectuels en sciences. Ils avaient aussi Mhm. une forme de connaissance en philosophie, ils avaient une forme de connaissance en religion et ils avaient d'autres formes de connaissances. Donc, il est très important de pouvoir toujours diversifier ces formes de connaissances-là. Voilà pourquoi nous savons que l'être humain n'est pas seulement un être fait de physique, il est aussi spirituel. Et il faut toujours écouter cela. Donc, Ouais. le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est de toujours suivre ce que leur cœur leur dit, leur ambition, parce que il y a cette voie-là qui vous guide et qui vous permettra toujours de faire euh, ce dont vous voulez avec plus d'acharnement et plus de succès. Imaginez, vous savez que le monde, par exemple, de la musique est un monde Mhm. extrêmement compliqué. Mais du fait que vous aimez tellement la musique, la difficulté ne sera pas ressentie. Elle ne sera pas là et vous n'abandonnerez jamais votre défi de pouvoir devenir un grand musicien. Mais si vous n'aimez pas Mhm. la musique et que vos parents ou bien vos amis vous forcent à faire de la musique, une fois vous allez vous retrouver dans ce défi-là, eh ben, vous ne pourrez pas supporter les difficultés de ce parcours et vous risquerez de vous retrouver à délaisser complètement cette mission et à la fin, ce sera un échec. Il est toujours très important de suivre ce que votre cœur vous dit. Il est très important de développer ses passions pour pouvoir faire en sorte que le succès soit. Le succès généralement réside dans là où le cœur y est. Ouais. Ouais. C'est un constat qui a été fait. Donc, je conseille toujours aux jeunes c'est vrai qu'il est important de devenir, par exemple, médecin, docteur, et que ce sont des études que vous pensez que vous devez faire. Mais si ça ne s'arrime pas avec, avec ce qui parle en vous, eh ben, ce sera très difficile pour vous de réussir. Absolument, merci beaucoup. D'ailleurs, la Bible nous le rappelle, chers internautes, et docteur Urbain Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, le trésor, si on parle des finances, d'une bonne vie, si on parle d'une aisance, en quelque soit, bien suivre la volonté du cœur, c'est souvent très, très important. Alors, docteur Hur, on va pas sortir exactement du sujet, mais juste aller et voir ça de manière un peu plus pratique. Donc, nous venons de traverser une pandémie qui a bouleversé le monde entier, la COVID-19. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est passée au level 1. Donc, je tiens déjà à rappeler les internautes que vous pouvez désormais voyager. Donc, les vols internationaux sont ouverts. Mais s'il vous plaît, assurez-vous de faire votre test COVID. Donc, pour revenir à ma question, après cette pandémie, l'année académique 2021 ne sera certainement pas comme les années précédentes. Ça, c'est ce que je conçois dans ma tête. Mais j'aimerais vous poser la question de savoir que pensez-vous du système éducatif en Afrique du Sud à l'ère post-COVID-19? Eh ben, vous savez, les universités ont eu à anticiper en ce qui concerne l'Afrique du Sud. C'est ce qui est en fait ce qui fait l'avantage des universités sud-africaines. Nous n'avons pas attendu qu'un événement comme le Covid-19, cette pandémie, arrive pour pouvoir en fait créer des situations d'alerte. Hmm. Tout simplement dans le sens que la fonction des universités a toujours été de pouvoir euh, offrir aux étudiants des, des études physiques, c'est-à-dire que l'étudiant a la possibilité de suivre des cours de manière physique, mais aussi on a eu déjà cet esprit de pouvoir mettre des cours en ligne. C'est vrai qu'en général, avant le Covid, on n'exécutait pas tout cela, mais dès que le Covid est arrivé, le Covid n'a pas bousculé de manière drastique les activités académiques des universités sud-africaines, tout simplement parce que on avait déjà en place cet outillage-là au niveau de l'informatique. On avait l'habitude de communiquer avec les étudiants
de manière, comment vous appelez ça en Virtuel? français? Pardon? Virtuel? Oui, de manière virtuelle. Merci beaucoup. De manière virtuelle. Et ce qui fait en sorte que les étudiants ne se perdaient pas. Parce que imaginez-vous que vous aviez un étudiant qui est hospitalisé, qui est à l'hôpital pendant un mois. Eh bien, l'université avait la possibilité de pouvoir envoyer l'étudiant des cours de manière virtuelle. Donc, l'étudiant avait non seulement les cours, mais il pouvait aussi être assisté par un tuteur, par un élève qui pouvait l'aider. Donc, il y avait quand même des outillages qui avaient été déjà mis en place avant Covid, tout en sachant que on n'était pas au courant que ce phénomène-là allait arriver, mais on était déjà habitué à envoyer à offrir à nos étudiants des enseignements virtuaux, si possible. Donc, maintenant, en ce qui concerne le post-Covid, il faut dire que nous attendons jusqu'à présent que le, le vaccin soit trouvé. Et nous savons que le vaccin sera trouvé d'ici à 2021. Et une fois le vaccin va être trouvé, ce qui est sûr, c'est que il y aura une forme de normalisation, mais qui ne sera toujours pas la même. Les universités sud-africaines se sont déjà attelées à la tâche en se disant que même si nous sommes au niveau 1 comment on appelle ça, du couvre-feu, eh ben, on reste toujours en alerte. On s'assure que nos étudiants suivent toujours comment vous appelez ça en français, les barrières, comment on appelle ça encore, les, les régulations barrières, les règles d'hygiène, c'est-à-dire qu'ils doivent se laver les mains, ils doivent porter le masque, et puis ils doivent avoir une certaine distance d'au moins 1,5 mètre entre eux. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qui est suivi, et que ce soit au niveau au niveau des cours, ça se suit. Au niveau des entrées dans les établissements, les étudiants sont toujours traités de manière à ce qu'on vérifie qu'ils se sont lavé les mains, qu'ils soient hygiéniquement appropriés. Et par rapport à ça, on estime que cette pandémie-là ne pourra pas réellement gagner du terrain. Mais il faut dire que dans l'histoire de l'humanité, le COVID-19 n'est pas la pandémie qui nous a réellement frappé. C'est sûr que c'est la pandémie de notre génération, mais notre humanité a subi des expériences plus atroces, comme la peste, que celle-ci. Et nous pensons réellement que on va en sortir de là victorieux. Donc, il n'est pas bon de pouvoir avoir une pensée pessimiste. Nous sommes au niveau de la science, on reste très optimiste. Donc, dans tous les pays, vous constatez que les gens commencent à alléger leurs restrictions. Comme vous avez dit, les frontières s'ouvrent petit à petit. Les activités commerciales prennent leur train en marche. Et au niveau des différents gouvernements, les politiques des différents pays essaient de renormaliser les choses. C'est vrai qu'on sort de là avec beaucoup de blessures, on a perdu beaucoup de vies humaines, mais dans tout ça, c'est nous qui gagnerons. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, rappelez aux internautes de continuer à partager le live, et poser vos questions. Nous allons donc commencer par les questions du public avant de continuer. Alors, vous avez une question de monsieur Georges Foster qui dit ceci. Sur le long terme, l'apprentissage en ligne deviendra-t-il la nouvelle norme? Eh oui, je crois qu'il a posé une question très intéressante, tout simplement parce que vous savez, l'objectif sur le long terme, c'est de faire en sorte que l'étudiant puisse être complètement indépendant. C'est-à-dire qu'il se devra normalement de pouvoir avoir en lui toute l'information nécessaire pour sa formation. Et voilà pourquoi de nos jours, même si vous n'êtes pas en classe, vous pouvez utiliser l'Internet
via YouTube pour accéder à un cours. Vous pouvez utiliser Google, par exemple, pour pouvoir accéder à un cours. Donc, sur le long terme, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'apprentissage et la connaissance deviennent tellement accessibles que l'étudiant puisse être capable de lui-même de se former. Mais cela va se passer sous la forme d'un établissement qui va accréditer la formation. Et c'est une question très pertinente parce que, en fait, c'est là où nous allons, en fait. Absolument. Alors, si il y a d'autres questions du public, on va continuer à les prendre avant de passer à notre petit break, donc d'une minute, histoire de souffler un peu et de boire un verre d'eau. Alors, je prends la question de Mademoiselle Bwengi Ngomo. Voilà. Quelles sont les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'industrialisation sur la révolution industrielle, bien sûr, la quatrième? Wow, je tiens à féliciter d'abord les jeunes parce que les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Mais malheureusement, ce sont des questions qui ne peuvent pas trouver leur justice en moins de 2 minutes. Mais s'il faut résumer cela, nous allons le dire de manière lapidaire. Eh ben, les conséquences socio-économiques et quoi encore? Socio-économique et environnemental. Et environnemental. Eh bien, en ce qui concerne l'environnement, d'abord, il va falloir dire que la quatrième révolution industrielle ne va pas réellement affecter l'environnement. Tout simplement parce que nous essayons de nous débarrasser de toute forme comment dire, de technologie, de science qui pollue la nature. Donc, il y aura beaucoup de robotisation qui vont se faire. On va s'éloigner, par exemple, des voitures à essence, à pétrole, pour s'arrimer avec des voitures qui sont électroniques. Par exemple, de nos jours, vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a par exemple maintenant des voitures qui sont électroniques, c'est-à-dire que vous chargez la voiture avec l'électricité et la voiture conduit pendant au moins une certaine distance. Et vous la rechargez encore et vous payez pour cette électricité-là. Donc, au niveau de l'environnement, il n'y aura pas trop de dégâts. Au niveau de l'aspect social et économique, c'est là où le ressenti se fait faire. Tout simplement parce que vous allez constater, sans même que la quatrième révolution industrielle soit déjà au niveau africain, constatez de vous-même, monsieur Lézère et les internautes, que l'être humain de nos jours utilise son portable. Oui. L'être humain dort avec le portable. Un enfant de 3 ans est capable de vous allumer un portable sans ne pas avoir subi une forme d'instruction. Donc, les générations futures, ce seront des générations qui seront robotisées. Et ce qui fait que, au niveau du mental, ça va prendre un coup. Pourquoi? Parce que l'enfant des années 80 qui était capable de faire un calcul mental sera mieux outillé, mieux affiné que l'enfant des années 2025 qui ne pourra pas faire un calcul mental. Donc, mentalement, il y aura un problème parce que ce sont, on va dire, il y aura une forme de... C'est un conflit de génération qui va se poser tout simplement parce que on se pose la question, est-ce que les jeunes pourront se regrouper et jouer au football ensemble ou bien ce sera quelqu'un qui sera de chez lui, qui va appeler son ami et puis ils vont jouer une PlayStation donc de manière distancée. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais en général, il y aura un problème au niveau du social. Rendez-vous compte, par exemple, vous avez illustré l'affaire du Covid. Vous avez vu que tout au long du Covid, on a, par exemple, interdit aux gens qui partaient dans les églises d'assister aux messes. Mais qu'est-ce qui se passait? Il se passe que de nos jours, par exemple, le pasteur aura du mal à être en contact avec ses adeptes. Comment nous allons prier? Si nous devons prier à distance, ça va être un peu difficile, ça va changer la donne. Il y aura tellement de nouvelles manières de faire les choses.
que socialement, ce sera très difficile. On va passer à une forme d'être humain qui ne sera plus en contact avec l'être humain. Ça risque de tuer un peu l'homme que nous avons en nous. Donc, le côté naturel risque de disparaître et on aura plus ce côté, qu'on va dire, ce côté typiquement industrialisé où l'être humain sera très, très en contact avec tout ce qui est en rapport avec la robotique. Au niveau économique, certes, il y aura des avantages. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres formes de création d'emplois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certains emplois qui vont disparaître. Donc, ça va pousser celui-là qui a subi une formation qui disparaît à se recycler. Et donc, à cause de cela, ça va demander un peu plus d'efforts. Mais ce qui ne voudra pas dire que le taux de chômage va augmenter. Ce serait vraiment comment on appelle ça, une forme de fake news, de dire que, eh ben, comme les différentes activités professionnelles vont disparaître, eh ben, on ne pourra pas créer d'autres. Non, c'est l'homme qui crée ses besoins et c'est l'homme qui impose des valeurs à ses besoins. Comme je vous disais, par exemple, de nos jours, par exemple, dans certains pays, on n'utilise plus les billets de banque. On n'utilise même plus la monnaie de manière physique. C'est-à-dire que tout se fait de manière électronique. Vous voulez acheter le savon, eh ben, ça se passe online. Vous pouvez passer 2 ans sans ne pas toucher comment ça s'appelle? Une note de l'argent de manière concrète. Tout simplement parce que, eh ben, on a déjà créé ce qu'on appelle une monnaie digitale. Et donc, il y a des choses comme ça qui se créent dans les pays et qui auront une conséquence dans les pays africains un peu plus tard. Mais cela ne veut pas dire que de manière économique, il y aura des conséquences néfastes. Au contraire, on s'attend à un peu plus d'innovation, on s'attend à un peu plus de nouvelles formes d'emploi qui vont se créer et aussi une forme de nouvelle connaissance qui va se créer, qui va se mettre en place. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est une question très pertinente et très intéressante. D'accord. Non, monsieur docteur Urkuba, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur toutes ces questions pour les élaborer un peu plus. Donc, Oui. juste pour vous donner 1 minute pour souffler et avant cela, rappeler, comme le docteur venait de le dire, nous rentrons bientôt dans des contraintes sociales très aiguës avec la 4e révolution industrielle, mais nous avons encore nous avons encore la possibilité de nous rassembler aujourd'hui. Donc, je vais rappeler aux uns aux autres que tout Gabonais des villes de Pretoria, de Vaal et de Johannesburg, il y a un tournoi qui est organisé, voilà, ce samedi 26, ce sera du côté de Hillfox. Il s'agit d'un tournoi de football 5-1 goal, juste pour se dégourdir un peu les jambes aux sorties du confinement qui a duré énormément de temps, histoire de se dire encore bonjour et de voir comment nous allons les uns les autres. Donc, 350 rennes, la participation par équipe, c'est 5-1 goal et 3 à remplaçant, et cela également avec une bonne ambiance communautaire. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite, 1 minute de pause juste pour boire un verre d'eau. Merci. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana
Alors, nous sommes bien à la deuxième partie de notre émission, le Gabonese Diaspora Show of South Africa. Et nous parlons aujourd'hui de la quatrième révolution industrielle. Alors, comme vous l'avez vu plus tôt certainement, n'oubliez pas de vous enregistrer au tournoi de ce samedi, juste histoire de se dégourdir les jambes, éventuellement de se remettre en communauté, histoire de la socialisation pour prendre des nouvelles des uns et des autres après la longue période de confinement que nous avons eu. Alors, je ne sais pas si du côté de la technique, notre invité est toujours là. OK, on me signale que notre invité n'est plus là. OK, bien, il est de retour. Alors, nous allons donc continuer, bien sûr, avec la prochaine question. Docteur Hur, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau. Tout va bien de votre côté? Oui, tout va également très bien. Désolé, parfois la technologie fait des caprices dont on n'a pas le contrôle, mais jusqu'à présent, tout se passe très bien. Merci beaucoup. Magnifique, merci bien. Alors, donc, nous continuons donc dans la deuxième partie de notre émission et les internautes continuent de poser énormément de questions. Je me pose juste la question de savoir est-ce que nous aurions le temps de pouvoir les épuiser toutes. Mais avant cela, juste terminer les questions que moi j'ai de mon côté avant de prendre certaines questions donc de la communauté. Rappelez de partager le live au maximum. Partagez, continuez à partager le live et n'oubliez pas de laisser également un commentaire de soutien à ce que nous essayons de faire pour éventuellement aider la communauté gabonaise d'Afrique du Sud. Alors, docteur Urkumba, comment est-ce que l'étudiant devrait-il s'accommoder pour pouvoir étudier en ligne? Parce que quand on est dans une salle de classe, c'est beaucoup facile, enfin, c'est beaucoup plus simple. On a un professeur d'un côté, on a des camarades de l'autre, on a un soutien, on a une rigueur, il y a une institution, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir se concentrer. Mais quand on étudie en ligne, il y a la télévision à côté, il y a le bruit des enfants ou des petits frères de l'autre. Comment faire pour s'adapter? Vous me recevez toujours, docteur Liu? Eh bien, vous savez, tout, tout changement reste toujours très difficile à avaler quand il s'agit de quelque chose qui est confronté à l'être humain. Parce que l'être humain, en général, se méfie du changement. L'être humain a toujours peur de l'inconnu. Et notre expérience, par exemple, tout au long de la période de couvre-feu, où nos étudiants étaient obligés de suivre des cours en ligne. Vous m'entendez? Oui. Allô? Allô? Monsieur Eliezer, vous m'entendez? Ça va être chaud. Nous avons un petit retard l'un l'autre, ou du moins pas un petit, un long retard. Monsieur Eliezer, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais demander à la technique de peut-être couper chez le docteur Hur et qu'il revienne. Voilà, ça permettrait peut-être que les choses aillent un peu mieux. Donc, rappelez déjà, chers internautes, que vous êtes toujours au Gabonese Diaspora Show of South Africa. Et aujourd'hui, nous parlons de la quatrième révolution industrielle avec tout ce qui y va, donc tout ce qui vient avec. Donc là, nous parlons de l'ordinateur, nous parlons des études en ligne, nous parlons des métiers du futur et tous les autres sujets qui vont avec. Également, vous rappelez que l'université de Johannesburg, UJ, comme vous le connaissez, a extend un tout petit peu, donc étendu, j'espère que c'est bien le mot en français, sa période d'application en ligne, donc jusqu'au 30 octobre. Donc, vous pouvez bien, vous pouvez continuer à apply, voilà, si vous êtes en retard, jusqu'au 30 octobre pour pouvoir vous trouver une place à l'université. Donc, au niveau de la technique, est-ce que le problème est résolu avec notre invité? Également, rappeler que nous avons la bibliothèque communautaire. Voilà, donc si vous avez un livre
quelque chose, un livre qui pourrait aider un compatriote en Afrique du Sud, n'hésitez pas de contacter notre bibliothécaire communautaire. Le nom et le numéro de téléphone s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir donner votre livre pour que ça serve à un autre étudiant. Alors, docteur Hur, cette fois-ci, vous me recevez parfaitement? Oui, je vous reçois très bien. Et vous me recevez? Oui, 5 sur 5, magnifique. Nous sommes heureux de vous avoir. Alors, vous étiez en train d'élaborer sur les études en ligne. Oui, effectivement, pour dire que, vous savez, l'être humain a généralement peur de l'inconnu, mais l'être humain est le seul être vivant qui est capable de s'adapter à toute forme de difficulté et de challenge euh, euh, par rapport aux autres êtres vivants, évidemment sur cette terre. L'expérience que nous avions eue tout au long du couvre-feu pendant la période du Covid nous a permis de réaliser combien de fois c'était très difficile pour les étudiants de suivre des cours en ligne. Tout simplement parce que quand vous prenez des cours qui sont extrêmement théoriques et que vous envoyez ça aux étudiants, eh ben, l'étudiant se perd. Donc, l'université se devra normalement de pouvoir assister l'étudiant de manière détaillée, de faire en sorte que l'étudiant soit en constante activité avec tout ce qui est rapport avec son éducation, dans le sens que il faudrait qu'il soit toujours présent par rapport à tout ce qui est un rapport avec son activité académique. Je vais tout simplement dire que dans le cas, par exemple, des études en Afrique du Sud, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que vous avez des universités qui offrent des cours en ligne, mais la différence avec celle qui s'est passée cette saison-là, eh ben, on a fait tout pour assister nos étudiants de manière détaillée. Chaque jour, il faut leur envoyer des exercices. Il faudrait vérifier si ces exercices-là ont été compris. On leur envoie des notes et on vérifie si les notes ont été suivies. On leur envoie leurs devoirs et ils font leurs devoirs pendant au moins une certaine période et puis ils nous font le feedback. Et puis à partir de là, on avait une forme de communication qui était en permanence présente. Donc ça aidait un peu l'étudiant à pouvoir gérer cette difficulté-là. Mais néanmoins, la difficulté reste toujours majeure parce que il y a cette responsabilité qui est de l'étudiant de pouvoir se tenir une certaine rigueur. Donc en ce qui concerne ses études, parce que à la fin, il s'agit de son futur, il s'agit de son avenir, il s'agit de sa future profession. Donc il faudrait que l'étudiant apprenne à avoir une certaine responsabilité. Il faudrait qu'il se fasse rigueur pour pouvoir faire en sorte que dans des conditions qui ne sont pas les mêmes, des conditions qui sont complètement étranges, ils réussissent à s'en sortir. C'est un peu cela. Il n'y a pas une formule magique exacte. Le seul moyen pour faire en sorte qu'un étudiant s'en sorte dans les cours en ligne, c'est de pouvoir toujours être assidu, c'est de pouvoir être, nous allons dire, très discipliné. Ouh là là, j'ai l'impression que nous avons perdu le docteur Hur, mais évidemment, vous l'avez compris, étudier en ligne à la maison n'est certainement pas facile. Donc, il nous a donné certaines recommandations. J'espère que nous y arriverons. Voilà, nous arriverons à suivre ces conseils-là parce que c'est bien où le monde va, c'est le futur. Voilà, nous serons appelés à étudier désormais en ligne et faire d'ailleurs un certain nombre de choses. Je voulais aborder beaucoup d'autres questions avec le docteur Hur, notamment le fait que beaucoup étudient en écoutant de la musique. Est-ce que cette méthode est efficace? Est-ce que de manière académique, c'est recommandé ou devrait-on se mettre dans un endroit silencieux comme il est le cas d'ailleurs à l'école où il n'y a pas de bruit, on lève le doigt avant de parler et là éventuellement continuer à parler. Voilà, donc je vais rappeler aux internautes que le docteur Hur est en ce moment à l'intérieur du pays. Voilà, il n'est pas à Johannesburg. Il est allé donc pour toujours assister une université, voilà, de l'intérieur du pays. C'est certainement la raison pour laquelle il a énormément de problèmes de connexion, mais cela n'est pas un souci
parce que nous sommes toujours ensemble. Alors, je vais certainement pas m'engager, voilà, à répondre à toutes les questions qui ont été posées, peut-être checker au niveau de la technique, savoir si notre invité est de retour. S'il n'est pas, je veux procéder simplement à quelques petites annonces, histoire qu'on l'attende encore un tout petit peu. Voilà. Donc, vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show. Je vais juste rappeler une fois de plus. Donc, c'est un show hebdomadaire qui se fait chaque jeudi de 19h à 20h30. Et là, nous discutons, voilà, avec trois objectifs. Objectif premier d'orienter l'étudiant gabonais, qu'il soit au Gabon encore ou qu'il soit en école de langue en Afrique du Sud. Numéro 2, assister l'étudiant qui est déjà dans une université ou un collège pour l'encadrer éventuellement dans ses études. Et le troisième objectif, pardon, c'est celui de mettre en valeur nos professionnels gabonais en Afrique du Sud parce que, il faut le dire, la communauté gabonaise en Afrique du Sud n'est plus qu'estudiantine, elle est désormais également professionnelle et nous avons d'ailleurs des docteurs, comme vous avez pu le voir, professeurs d'université en Afrique du Sud. Alors, Monsieur Osni, peut-être serait-il temps que vous nous rejoigniez sur le plateau, voilà, pour qu'on puisse discuter des toutes dernières questions que nous avons en réserve. Je m'apprêtais à poser notamment la question au docteur Hur de savoir s'il y a comme ça des résolutions qui ont été prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale par rapport à l'année académique 2021 au vu du Covid-19, mais nous reviendrons certainement avec une réponse à cette question un peu plus tard. Alors, Monsieur Osni, est-ce que vous êtes toujours là? Bien, alors que nous attendons qu'il se connecte, voilà. Monsieur Osni, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Alors, juste à rappeler donc à nos internautes que nous avons toujours une réserve au cas où il y a des problèmes de connexion. Et pour le compte de ce soir, c'est bien Monsieur Mensa. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter juste rapidement aux internautes? Je m'appelle Osni Mensa, étudiant à l'Université de Johannesburg. Je suis aussi membre de l'Association des étudiants de Johannesburg et staff du Gabonese Diaspora Show. Merci beaucoup. Voilà qui est une présentation très, très intéressante. Alors, moi, je vais vous poser donc rapidement comme ça une petite question concernant l'académie, l'éducation, naturellement avec le Covid-19. Comment est-ce que vous avez géré donc la période de crise Covid-19? Comment ça s'est passé avec l'université? Bon, à chaud comme ça, au niveau de l'université, c'était vraiment pas facile pour les étudiants, surtout nous qui venons du Gabon. Déjà, premièrement, on a été confrontés, bien avant le Covid, à devoir utiliser vraiment des moyens très virtuels. Et l'arrivée du Covid n'a pas été facile, que ce soit pour nous, les Gabonais, ou encore pour les Sud-Africains. Il y avait des cours où on avait vraiment besoin d'explications un peu plus explicites de la part des professeurs. C'était vraiment compliqué sur ce point. Et jusqu'à présent, on est en train d'aborder une séquence où on va avoir des examens online. Et en termes d'études, ça n'a pas vraiment été la synchronisation. Mais disons que d'un côté étudiant, pour nous, peut-être on a vu ça un peu plus facile dans la mesure où on n'avait pas besoin d'arriver au niveau du campus. Là, c'était facile, mais en termes de compréhension, c'était pas forcément la chose à faire. Alors, lors de nos discussions avec le docteur Hur tout à l'heure, déjà nous évoquions le fait que le futur nous réserve un monde certainement online, voilà, en ligne. Donc, les études iront certainement vers ce sens-là dans le futur. Est-ce que vous pensez que ce serait bien? Est-ce que vous pensez que l'on apprend un peu? C'est vrai qu'il y a des difficultés de compréhension, mais on dit souvent que lorsque l'étudiant recherche,
et qu'il trouve, il a trouvé pour toujours. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que nous devrions retourner du côté du campus online. C'est pas forcément ça, comme Monsieur Hur le disait. La technologie, il y a des choses, on n'est vraiment pas, on ne maîtrise pas forcément. Il y a des choses qui se passent indépendamment de nous-mêmes. Et compte tenu de la situation, nous sommes en Afrique avec certains problèmes, que ce soit en Afrique du Sud ou au Gabon. Il y a des soucis de technologie encore qui ne sont pas vraiment au point. Donc, un retour sur le campus sera l'idéal pour nous, comme pour les étudiants, comme pour les enseignants. D'accord, merci. Juste avant de vous poser peut-être une prochaine question, et également encourager encore une fois de plus les internautes de ne pas hésiter de partager des commentaires, partager un souci particulier. Voilà, il peut arriver que une autre personne ait une réponse et que l'on vous réponde sur les commentaires ou que nous-mêmes qui sommes connectés, nous pouvons vous apporter des éléments de réponse. Nous nous apprêtions à discuter avec le docteur Kumba également d'une petite polémique. Voilà, c'est une discussion que nous avons eue et je voulais le partager avec tous les internautes. Il se trouve que les étudiants gabonais qui arrivent en Afrique du Sud se concentrent dans certaines villes. Ils se concentrent dans certaines villes, certainement parce qu'il se trouverait déjà un ami d'enfance, un ami ou un parent, voilà. Donc, on retrouve les Gabonais essentiellement dans les villes de Pretoria, de Johannesburg, de Vaal et de Cape Town. Mais au KwaZulu-Natal, il y a des très bonnes universités, meilleures d'ailleurs que Vaal. À Mpumalanga, au Free State et partout à l'intérieur du pays, l'Afrique du Sud compte environ plus de 20 universités qualifiées. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, Monsieur Mensah, vous analysez cela? Pourquoi est-ce que les Gabonais regardent simplement aux universités qui sont dans ces villes-là où il se trouve déjà une concentration de Gabonais et pas dans ces universités, par exemple, comme Stellenbosch, et qui sont des universités également de grande renommée à l'intérieur de l'Afrique du Sud? Ok, je pense que c'est comme on dit, hein, il y a un passage qui dit dans la Bible, mon peuple périt, manque de connaissances. Je pense plus que c'est en termes de connaissances, de communication. La majorité des communications qui viennent au niveau des nouveaux étudiants, elles proviennent généralement de Johannesburg, Pretoria et Vaal. Donc, je pense c'est plus parce qu'il n'y a pas encore cette personne qui est arrivée au niveau de Mpumalanga, d'Urban et tout ça, où l'information n'est peut-être pas arrivée. Vous savez, on revient du Gabon. Il faut d'abord prendre les informations au niveau de Johannesburg, les villes un peu les plus concernées, Cape Town et ensuite Pretoria. Mais si on trouve, par exemple, comme Monsieur Hur, qui est au niveau de Free State, aujourd'hui, on a l'information que Free State il y a une université à Free State où il y a un Gabonais qui enseigne là-bas. Donc, je pense que les étudiants vont s'y tourner et c'est comme ça, en fait. La civilisation se fait en fonction des gens qui s'y trouvent. S'il y a un Gabonais au niveau de Free State, ainsi, les Gabonais vont immigrer maintenant au niveau du Free State. Je pense que ça a commencé ainsi au niveau de Vaal, où il y a eu un, deux, et ensuite, nous pouvons voir que c'est toute une communauté qui est au niveau de Vaal. Je pense que c'est la même chose qui va se passer dans les autres villes. Petit à petit, un peu. Et encore quoi, c'est au fur et à mesure que le temps avance, on va plus immigrer dans ce genre de ville. La même chose avec Johannesburg à l'époque. On n'avait pas des Gabonais qui voulaient rester sur Johannesburg ou bien à l'étranger, mais on constate de jour en jour avec le temps que les Gabonais veulent maintenant rester à l'étranger, ils veulent vivre à l'étranger. Donc, c'est la même chose avec ces universités non fréquentées. Elles vont être fréquentées d'ici l'année prochaine, ou pourquoi pas, il y a des Gabonais peut-être, mais on n'est pas au courant. C'est un peu ça. D'accord. Non, je tiens vraiment à relayer donc ce message et c'est quelque chose que le docteur Kumba avait à cœur d'ailleurs de partager avec la communauté, de rappeler aux uns aux autres de s'il vous plaît, continuez à toujours faire des recherches parce que l'information parfois il ne vient pas vers vous, vous devez aller vers elle.
Vous devez aller dans l'information pour pouvoir comprendre. Parce que l'Afrique du Sud regorge d'énormément de choses, d'énormément de bonnes choses, je voulais dire, que parfois on ne sait pas parce que on ne va pas vers l'information. Je vois une question donc de Monsieur Georges Foster, ou du moins un commentaire. Pour ma part, l'apprentissage en ligne n'est pas forcément pénible. C'est une question d'adaptation et de volonté. Merci vraiment, merci beaucoup pour ce commentaire. Effectivement, l'apprentissage en ligne semble être difficile pour certains, mais pas forcément. Il ne devrait pas forcément l'être dans la mesure je dirais qu'il où... fait partie, je dirais qu'il fait partie de ces 10% qui préfèrent apprendre en ligne. Voilà. Bon, le pourcentage n'est peut-être pas encore confirmé. On dira pas 10%. Mais il faudrait s'arrimer parce que le futur, c'est la quatrième révolution industrielle, c'est le monde en ligne et on devra faire avec d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être discuter également d'un autre point qui, ma foi, dérange énormément les anciens, surtout, qui sont en Afrique du Sud, qui réalisent que depuis un certain moment, les nouveaux qui arrivent en Afrique du Sud ne maîtrisent pas, j'ai envie de dire, l'atmosphère du pays. Donc, quand je parle de l'atmosphère, je veux parler des provinces. Je vais parler des ministères, je vais parler de la dynamique politique, je vais parler de tout ce qui fait l'Afrique du Sud. Donc, on se rend compte que les étudiants qui arrivent ne savent même pas combien de provinces il y a en Afrique du Sud. Parfois, ils savent même pas quelle est la capitale politique, économique et autres. Ils connaissent pas quelles sont les différentes langues que l'on parle, les groupes ethniques qui existent en Afrique du Sud. Ils ne savent pas qui est leur ministère de l'Éducation nationale, bien qu'ils fréquentent dans les universités sud-africaines. Ils ne savent pas parfois qui est le président de la République. Beaucoup ne le savent même pas. Pourquoi cela, Monsieur Mensah? Mais à mon avis, je pense que déjà en Afrique du Sud, je pense que nous avons 9 provinces. Je pense que c'est plus d'abord une habitude gabonaise, hein. C'est pas forcément, c'est une habitude qu'on a depuis le Gabon, vous savez. On n'a pas déjà cette habitude d'aller découvrir ce qui se passe même à l'intérieur du pays. Si ce n'est pas nos grands-parents qui nous ont obligés d'aller les rendre visite lorsqu'on était un peu plus jeunes, mais on n'a pas cette habitude-là d'aller visiter nos endroits touristiques, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien aux alentours de Libreville pour ceux qui vivent à Libreville. Donc, c'est un peu plus ça. Maintenant, arriver dans un pays étranger, il va falloir d'abord apprendre l'anglais, ce qui n'est pas vraiment facile, ce qui devient un peu hostile pour certains qui vont se réunir autour de leurs frères gabonais qui parlent français, c'est un peu ça. Et ils vont pas chercher à découvrir de nouveaux horizons, c'est-à-dire de nouvelles langues et tout ça là. Il y a l'anglais que je dois d'abord apprendre. Ensuite, on me demande encore d'aller découvrir d'autres Sud-Africains avec d'autres langues. Moi, je dirais c'est plus en fait une habitude gabonaise qu'on a déjà. Déjà, notre pays, on ne le maîtrise pas assez. Donc, imagine-toi venir encore dans un autre pays qui n'est pas forcément facile et encore avec ce côté xénophobe qu'il y a, on peut dire, au niveau de l'Afrique du Sud, ça ne rend pas les choses encore faciles. Ouais. Naturellement, je comprends cela et j'imagine que beaucoup de Gabonais en Afrique du Sud, certainement, sont épris de cette frayeur-là d'affronter le pays, en fait, dans tous ses paliers. Mais je recommanderais énormément toutes les nouvelles personnes, voilà, arrivées en Afrique du Sud depuis 1, 2, 3 ans, de rentrer un peu maintenant à l'intérieur du pays pour comprendre un peu la dynamique, parce que il est important également de connaître quelques petits mots en zoulou ou en Xhosa, un petit quelque chose qui vous permettrait de vous identifier en tant que personne qui aurait suivi un cursus universitaire en Afrique du Sud. Yeah. Donc, vraiment, moi, de ce côté, j'encourage les uns et les autres. Monsieur Mensah, sur ce, est-ce que vous connaissez peut-être un petit mot en zoulou comme cela? Yeah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux, histoire avec les mots de politesse, comme on peut dire, Nkunjani.
Ça veut Voilà. dire comment tu vas et tu répondras Nyapila, je vais très bien, Kunjani, Nyapila Kunjani, je vais très bien et toi? Et je connais quand même quelques petits mots comme Nyagutanda, ça veut dire je t'aime en zoulou, et beaucoup d'autres Voilà. mots. En fait, ce que je peux aussi conseiller, c'est que l'intérieur du pays regorge aussi beaucoup d'emplois. Il y a à Mhm. l'intérieur du pays, pour nous qui sommes Gabonais, qui combattons pour l'emploi ici au niveau de Johannesburg, Pretoria ou bien Cape Town, ces villes sont un peu très serrées. Il y a d'abord les Sud-Africains, ensuite il y a la concurrence aussi d'autres pays. Mais à l'intérieur du pays, il y a vraiment l'emploi, il y a l'offre en fait. Il y a des grandes compagnies qui sont installées à l'intérieur, que ce soit au niveau de Northwest ou encore au niveau de Free State. C'est vraiment très ouvert et avec un très bon diplôme, beaucoup de Gabonais peuvent postuler et faire leur vie tranquillement là-bas, quoi. Ouais, ouais. Alors, on va peut-être clôturer sur ce dernier point qui est un point d'actualité. Aujourd'hui, on parle du Heritage Day en Afrique du Sud, ce qui, par conversion au niveau du Gabon, serait la fête de la culture. Et il y a un point clé qui ressort de la façon dont ces deux fêtes sont célébrées. Donc, au niveau de l'Afrique du Sud, personnellement, j'ai été dans la rue aujourd'hui et on pouvait voir, voilà, des personnes habillées en tenue traditionnelle, des personnes écoutant la musique traditionnelle, des personnes parlant pendant toute la journée leur langage vernaculaire, même à la télévision, au journal télévisé, voilà, il y avait des moments où on demandait, où les journalistes devaient s'exprimer dans leur langue vernaculaire, histoire de faire la promotion. C'est un jour de culture, ce que l'on ne retrouve pas toujours, malheureusement, dans notre pays, le Gabon, où pendant la fête de la culture, on se retrouve dans un concert, peut-être au niveau du bord de mer, et on a des rappeurs, rien qui n'a vraiment attrait à la culture, à nos racines. Comment expliquez-vous un peu cette différence-là de célébration? Je pense que la différence de célébration vient au niveau de l'habillement. Je pense qu'au Gabon, on n'a peut-être pas cette culture que le jour de la fête de la culture, on ne porte pas d'habits, disons, traditionnels. Mais après, disons, pour célébrer les différentes cultures, on a un événement un peu très intéressant qui a été mis en place par le ministère de la Culture, qui est le Gabon 9 provinces, qui met en Mhm. valeur pendant 9 jours les différentes ethnies qui sont localisées dans les différentes provinces, chaque jour une province avec les différentes ethnies. Et je crois le 10e jour met en valeur toutes les ethnies qui viennent se présenter. Et je crois chaque artiste, c'est-à-dire chaque artiste vient représenter son ethnie. Et c'est un peu ça. Je pense que en ce terme-là, on a la date du 17 août qui représente un peu la valorisation de nos cultures au niveau du Gabon. Maintenant, Mhm. pour le dress, l'habillement, c'est peut-être pas trop ça. On est plutôt habillement un peu à l'occidental, ce qui fait la petite différence. Mais en termes de valorisation sur des événements, il y en a au niveau du Gabon. D'accord. Donc, vous êtes d'avis que les Gabonais n'ont pas délaissé leur culture. Non, les Gabonais n'ont pas délaissé leur culture. Et au contraire, je pense que nous, encore qui sommes à l'étranger, on a vraiment faim de nos cultures. Et c'est pourquoi nous, on encourage aussi des groupes comme Iboga et Lemtrix, Dance, qui remettent la culture gabonaise au niveau de l'Afrique du Sud ici. Nous, on est très contents lorsqu'ils arrivent dans un événement, ils mettent en place des mouvements de Bwiti, de Mgosé et tout ça là. Ça nous fait repenser au Gabon et tout ça là. Et c'est très intéressant. Vraiment, on n'a pas perdu notre culture. Que ce soit ici encore en Afrique du Sud avec les étudiants, on peut toujours se rendre compte que certains se lient d'amitié à cause de leur provenance ethnique. Donc, ça veut dire Mhm. qu'il y a quelque chose. D'accord, merci. Donc, parlons de cela. Je pense on va terminer sur cette note de culture parce qu'aujourd'hui, nous parlons du Heritage Day, donc la fête de la culture. Je ne sais pas si au niveau de la technique, il serait possible de jouer donc cette vidéo-là qui met en exergue
la culture gabonaise en Afrique du Sud du groupe Iboga Production. Serait-il possible de l'avoir enfin, non? Je ne pense pas, je ne pense pas. D'accord. C'est pas bien Mais grave. comme vous avez Donc, pu le voir, on nous a très bien mis un très bon son d'ailleurs, African Legend, oui. qui représente un peu la musique, l'ikoku d'ailleurs, qui est une danse traditionnelle gabonaise. Je pense que beaucoup ont pu s'amuser ainsi avec ce magnifique son. Mais je pense que pour la D'accord. prochaine fois, on pourra le faire pour Ibo Gardens. D'accord, magnifique. Alors, sur ce, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Donc, vous étiez bien au Gabonese Diaspora Show of South Africa, votre émission hebdomadaire qui vous est présentée donc tous les jeudis soirs, exactement de 19 heures pile à 20h30. Et là, nous discutons donc de tout ce qui a trait aux Gabonais en Afrique du Sud, à la diaspora, qu'elle soit estudiantine ou travailleuse. Bien, nous essayons de couvrir l'ensemble de tous ces points. Nous vous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et sur ce, nous vous souhaitons donc une très bonne soirée et une bonne fête de la culture en Afrique du Sud. Merci. Merci.